Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Strasbourg pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, reportage direction la Belgique. En Europe, les PV qui s'arrêtent aux frontières, c'est fini. Il faut savoir que plus de 20% des véhicules flashés sur les routes françaises ont des plaques étrangères. Et bien désormais, un ressortissant de l'Union européenne qui a commis une infraction routière dans un pays européen autre que le sien pourra désormais être tracé jusque chez lui. Ainsi, il veut une directive qui s'applique depuis 3 mois. Question, est-ce que cette directive tient vraiment la route? Cela va-t-il mettre fin à l'impunité des conducteurs étrangers? Sûrement pas, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant, un tout autre sujet, l'Ukraine. L'Ukraine s'enfonce un peu plus dans la crise. Certains craignent une guerre civile entre d'un côté les pro-européens et de l'autre côté les pro-russes. Et les Européens, dans tout cela, les Européens qui ont contribué à la déclencher, cette crise, eh bien pour la résoudre, ils avancent en ordre dispersé et souvent sans boussole. Novembre dernier, c'est le début de la crise. L'Ukraine, sous la forte pression de Moscou, refuse de signer un partenariat privilégié avec l'Union européenne. Elle devait mener à une aide financière de 610 millions d'euros à ce pays au bord de la faillite, en échange de profondes réformes économiques et de gouvernance. Moscou a 2 moyens de pression vis-à-vis de Kiev, le gaz que la Russie fournit à l'Ukraine. Elle pourrait couper le robinet, et les exportations ukrainiennes vers le marché russe. Les marchandises pourraient être bloquées à la frontière si Kiev persiste dans ses amours européennes. Face à la pression russe, le président Yanukovych cède. L'Ukraine est paralysée et certains craignent une guerre civile entre pro-européens et pro-russes. Face à cette situation, l'Europe cherche une porte de sortie vers le haut. Catherine Ashton en est convaincue, la clé est financière, une grosse carotte. La patronne de la diplomatie européenne affirme que l'Union européenne et les États-Unis discutent d'un nouveau soutien qui ne sera pas mince à l'Ukraine. À Bruxelles et dans certaines capitales, des voix s'élèvent pour frapper un grand coup politique. Le commissaire européen à l'élargissement, le Tchèque Stefan Füle, plaide pour l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Plusieurs États membres, surtout à l'est du continent, Pologne, Roumanie, États baltes, sont sur cette ligne. Oui, mais voilà, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne sont vent debout contre tout nouvel élargissement. Et voilà l'Ukraine qui s'enfonce dans la crise et des Européens qui ont contribué à la déclencher, d'avancer sans boussole et en ordre dispersé. Voilà, en Ukraine, l'Europe avance sans boussole. Nous a rejoint sur ce plateau Marielle de Sarnez. Bonjour, vous êtes eurodéputée, vice-présidente du MoDem. Vous étiez vous-même en Ukraine, si je ne m'abuse, en décembre dernier, en soutien au peuple ukrainien qui manifeste. Quel peuple vous avez rencontré ? C'était extraordinaire. Sur la place Maïdan, j'avais été pendant la Révolution orange. Et à ce moment-là, il y avait des drapeaux orange partout, évidemment. Et là, il y avait le drapeau ukrainien et les drapeaux européens. C'est un peuple qui nous disait, au fond, on a besoin de réformes, on a besoin de changements, et vous pouvez, vous, Européens, nous y aider. Et on a envie plutôt de regarder vers l'Europe que de regarder vers la Russie pour notre avenir. C'est ça que j'ai vu. Et en même temps, c'est un peuple qui veut tourner la page sur la corruption, sur les oligarques. Vous savez, l'Ukraine, c'est un des pays dans lequel la corruption est le plus important dans le monde. On ne le dit pas assez. Donc c'est ça aussi les problèmes ukrainiens. Donc il y a beaucoup de problèmes qui arrivent sur les Ukrainiens. Et ben ils ont envie qu'on soit là à leur côté pour les aider à les régler. Il y en a un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, c'est Vladimir Poutine qui parle, en parlant des délégations européennes qui vont à Kiev, d'ingérence. Je le cite, je ne peux imaginer comment nos partenaires européens réagiraient si au plus fort d'une crise, dans un pays comme la Grèce ou Chypre, notre ministre des Affaires étrangères participait à un rassemblement anti-européen et commençait à donner des conseils aux manifestants, dit Poutine. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense qu'en matière d'ingérence, il s'y connaît très très bien. Qu'en matière de chantage, il s'y connaît très très bien. C'est d'ailleurs c'est lui qui fait un chantage aux Ukrainiens en permanence avec la question du gaz. Vous savez bien que depuis des années, le prix du gaz qui part de Russie et qui va en Ukraine et qui traverse l'Ukraine est objet de chantage. C'est-à-dire que quand les Ukrainiens sont gentils, on baisse le prix du gaz. Quand ça ne va pas, on monte le prix du gaz. La vérité, c'est que c'est aux Ukrainiens de choisir leur propre avenir. Ce n'est pas à Vladimir Poutine. Et si les Ukrainiens ont envie de s'arrimer vers l'Europe, eh bien Poutine doit les laisser s'arrimer vers l'Europe. Et je vais même vous dire plus loin, la Russie aussi fait partie du continent européen. Donc nous avons tous intérêt à avoir des relations, on va dire, stables et respectueuses, les uns des autres. Donc s'arrimer vers l'Europe. Je vous propose d'écouter, de regarder cette vidéo. Elle a été postée sur le web, elle fait le buzz. Ce sont de jeunes Ukrainiens qui manifestent dans les rues de Kiev et qui interpellent les grands de ce monde, les députés européens par exemple.
On regarde et vous réagissez juste après. I'm a Ukrainian. I'm not a fascist, terrorist or criminal. I'm proud of my language and culture. I stand on the Maidan for my own dignity. For the freedom of my nation. Because it is the right thing to do. This is not just about joining the European Union anymore. This is about our right to live in the democratic state. Thank you for your moral support. But if your child was bleeding, You wouldn't offer him moral support. You would help him. Call your congressman, member of parliament, Senator, Queen, President, King. Say that you support sanctions on the Ukrainian politicians. Voilà, la question est simple. Marielle de Sarnez, quelles sanctions l'Europe... En tous les cas, ils ont raison. Il faut écouter ce qu'ils nous disent. Ils ont envie simplement de vivre dans un pays qui soit en paix, qui respecte avec un état de droit, qui respecte les libertés de chacun, ce qui n'est pas le cas en Ukraine, qui mette fin à la corruption, ce qui n'est pas le cas en Ukraine, et un pays qui donne un avenir à ses enfants, qui donne des perspectives à ses enfants. Il faut savoir que la solution, c'est l'Europe ? En tous les cas, il faut que ce pays se réforme, il faut que l'Europe l'y aide, son agriculture, son industrie, tout ça n'a pas été modernisé depuis longtemps, depuis plusieurs années et même des décennies. Donc c'est un pays qui se porte mal, c'est un pays qui ne crée pas d'emplois, c'est un pays qui pourtant a des richesses absolument très importantes, probablement les richesses les plus importantes de cette partie-là de l'Europe. Mais au fond, il ne sait pas comment s'en sortir, comment moderniser son agriculture, comment moderniser son économie. Il faut qu'on aide à des investissements, il faut que ce pays donne des perspectives à ses enfants. C'est ça que ces jeunes nous disent. Il faut que l'Europe soit là pour ça. On l'a dit, l'Europe, elle avance un peu sans boussole. Il y en a d'un côté, comme ce commissaire européen à l'élargissement, qui veut d'une adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Il y en a qui ne veulent pas entendre parler d'élargissement, c'est le cas de la France, c'est le cas de François Hollande, c'est le cas de l'Allemagne. On n'y comprend plus rien. Est-ce qu'on ne ment pas aux Ukrainiens en leur faisant miroiter cette adhésion ? C'est typiquement un faux débat. La question n'est pas adhésion ou pas. Les Ukrainiens, ils ne veulent pas adhérer à l'Europe. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent construire leur propre destin. Et si des sanctions, par exemple, de l'Europe, à l'égard des oligarques, c'est-à-dire de ceux qui se mettent tout l'argent dans les poches depuis des années et qui sont richissimes en Ukraine, si des sanctions aident les Ukrainiens, alors il faudra les prendre. Il faut que l'Europe soit moins timorée. Il faut que l'Europe s'assume telle qu'elle est. Ils regardent vers l'Europe parce qu'ils ont confiance en nous. J'aimerais bien que cette confiance ne soit pas démentie dans les jours et les semaines qui viennent. Donc il faut un peu plus de courage. La question, pardon, c'est pas... Il n'y a pas de politique étrangère, la question, c'est pas commune. adhésion ou pas adhésion. L'Ukraine, elle a son autonomie. Et moi, je suis par ailleurs pour qu'on réfléchisse sur le long terme à une Europe par cercle concentrique, c'est-à-dire une Europe intégrée qui soit l'Union européenne. Et ensuite, on peut avoir une politique de voisinage intelligente avec les pays qui sont aux proximités de l'Europe. Mais si vous me demandez si l'Europe a une politique étrangère, la réponse est non. Et si vous me demandez si je souhaite qu'elle en ait une, la réponse est oui. Ashton, son travail, il sert à rien. On a besoin d'une politique étrangère européenne, on a besoin d'une voix de l'Europe. Et on a besoin que l'Europe, quand les peuples comme ça, quand le peuple ukrainien attend d'elle du courage, que l'Europe réponde présente. Vos prochaines actions, c'est quoi sur place ? Vous suivez la situation ? J'espère peut-être y retourner dans quelques jours ou dans quelques semaines. Je suis en contact avec les familles de ceux qui ont été arrêtés, parce qu'il y a aussi une atteinte aux libertés individuelles. On est à la limite d'un État qui pourrait décréter une sorte d'état d'urgence. Certains craignent une guerre civile. Vous pensez qu'on peut y arriver ? Mais en tous les cas, moi je suis très inquiète. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, que les dernières lois qui ont été prises, tout ça, ça ne va pas dans le bon sens, et que l'Europe doit se montrer intransigeante sur le respect des libertés et des droits des Ukrainiens. Pour conclure, vous pensez sincèrement, vous, personnellement, que l'Ukraine, elle va s'arrimer à l'Europe au détriment du grand frère elle russe. a son propre destin, elle a sa propre vie, sa propre autonomie. Elle a envie de regarder davantage vers l'Europe. Mais je la comprends parce que l'Europe, c'est un état de droit. L'Europe, elle est critiquée chez nous. Mais il faut que vous sachiez qu'à l'extérieur, elle est vécue comme, au fond, une grande zone de stabilité, comme une grande zone de droit, comme une zone de développement économique, de progrès social. Ça n'existe nulle part de la même manière dans le monde. Et donc cette Europe-là, elle fait envie. Bien écoutez, soyons aux côtés des Ukrainiens. Leur avenir, il est
de toute façon dans ce continent européen, aux côtés de l'Europe et avec l'Europe. Merci Marielle de Merci Sarnez d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage, direction la Belgique. Fini l'impunité sur les routes. Depuis novembre dernier, les automobilistes ne pourront plus faire la passe sur les contraventions contractées dans un autre pays de l'Union européenne. C'est l'Europe des PV. Est-ce que ça tient la route? Pas si sûr. C'est ce qu'allait voir notre envoyé spécial sur les routes de Belgique, François Goulin. Une mauvaise surprise attend les automobilistes français ce matin. À peine ont-ils passé la frontière à Tournai qu'une patrouille de la police belge arrête leur véhicule. Et un simple appel radio suffit pour vérifier l'identité du propriétaire. 342 Golf Whisky. Cette efficacité est le résultat d'une directive européenne entrée en action en novembre dernier. 25 pays de l'Union l'ont signée. Résultat, un fichier informatique commun où l'on trouve les coordonnées de tous les conducteurs du continent. Excès de vitesse, téléphone au volant ou feu rouge, désormais les amendes sont envoyées directement dans la boîte aux lettres du propriétaire de la voiture. Les frontaliers interpellés qui découvrent le nouveau système sont sceptiques. Je pense que c'est une question pour gagner du pognon et essentiellement on arrête les plaques françaises. Ça j'en suis convaincue. Quand on est français, on est obligé de payer parce qu'après, ça a des poursuites beaucoup plus importantes. À Tournai, où près de 20% des infractions routières sont justement commises par des étrangers, la directive est la bienvenue, même si la police constate que son effet est limité. On a une facilitation de notre travail journalier dans le cadre de la rédaction des procès-verbaux, mais ça ne fait pas diminuer le nombre d'infractions. Ça ne change pas la mentalité et le comportement des conducteurs, que ce soit étrangers ou belges. Et pour cause, la directive ne prévoit aucun moyen pour contraindre les conducteurs à payer leurs amendes. Elle ne prévoit pas non plus la perte de points sur le permis. Cet avocat parisien connaît bien les limites judiciaires de ces PV venus de l'étranger. Il vient justement d'en recevoir un d'un client flashé en Suisse. En cas de non-paiement de l'amende ou de non-réponse au présent courrier, sous 10 jours, vous vous exposez au risque d'être interpellé sur le territoire suisse en vue du recouvrement du montant en question. Face aux menaces, son conseil est simple pour les automobilistes. Même pas peur. Même pas peur parce qu'en réalité, il n'y a aucun pouvoir de coercition concret derrière. C'est de la poudre aux yeux. C'est qu'en réalité, on veut terroriser l'automobiliste en lui disant « on va vous verbaliser, on va vous sanctionner, on va vous poursuivre ». Mais en réalité, il ne se passera pas grand-chose. Oui, l'État va envoyer éventuellement des avis de contravention par le courrier, mais il ne se passera rien d'autre derrière. Parce que la directive ne prévoit pas ces possibilités de recouvrement. Il faut, pour cela, des accords de coopération judiciaire entre chaque État. Une coopération judiciaire est en préparation, jure-t-on au ministère de l'Intérieur, mais la priorité est de traduire les différents PV en 24 langues pour qu'ils soient valides. Seuls 5 pays reçoivent pour l'instant les contraventions françaises dans leur langue, et l'Hexagone est un des pays les plus avancés sur la question. Il faut que nous soyons parfaitement certains de faire en sorte que cette amende soit recouvrée jusqu'au bout. C'est-à-dire que les gens sachent que si je ne paye pas, malgré tout, je serai entre guillemets poursuivi jusqu'au bout, jusqu'à ce que je paye. On ne veut pas récolter d'argent, on veut travailler pour la sécurité routière et que tout le monde finalement comprenne qu'il vaut mieux respecter les limitations de vitesse, vaut mieux s'arrêter au feu rouge, vaut mieux respecter les règles. Tout le monde s'en portera que mieux et on n'aura pas besoin de tout cet arsenal-là aussi. Le principal défaut de la directive n'est pas encore résolu, le fait que le propriétaire de la voiture soit verbalisé et non le conducteur. L'amende peut être contestée, il faut adresser un courrier aux autorités dans la langue du pays concerné, puis se rendre devant la juridiction locale pour expliquer son cas. Pas sûr que beaucoup de contrevenants ne fassent le déplacement. Voilà un reportage de François Goulin. Nous ont rejoint sur ce plateau Nathalie Griesbeck. Bonjour, vous êtes eurodéputée, mouvement des démocrates, vous êtes spécialiste des questions sur la sécurité routière. À vos côtés, Saïd El Kardaoui, bonjour. Vous êtes eurodéputé belge du groupe socialiste et vous êtes membre de la commission des transports. Vous connaissez aussi bien le dossier. J'ai envie de vous poser une question toute simple. À quoi elle sert cette directive ? Est-ce que fondamentalement c'est une révolution dans l'histoire de la sécurité routière en Europe ?
À partir du moment où on a le principe de mobilité entre les États membres, donc la mobilité des travailleurs, la liberté d'aller et venir, c'est assez logique aussi qu'il y ait une forme d'égalité dans l'usage et l'utilisation des infrastructures. Moi, je viens d'une grande région, l'Est de la France, qui est une région par définition frontalière, où il y a beaucoup de nos amis européens d'autres États membres qui circulent, parfois à tombeau ouvert. Je trouve qu'il y a une forme d'égalité en ce qui concerne la sanction des infractions. Mais il y a des lacunes effectivement dans le texte. On en parlera. Saïd El Kardaoui, cette directive, pourquoi ? Il y a clairement un sentiment d'impunité chez les chauffeurs qui se rendent à l'étranger. Par exemple, on se dit, je suis en Allemagne, je ne vais pas avoir... En moyenne, 5% des chauffeurs sont d'origine étrangère, disons, qui parcourent les routes en Europe, et 15% des excès de vitesse. Donc, vous voyez, il y a 3 fois plus de chances, en tant que chauffeur à l'étranger, de rouler trop rapidement. Et donc, il faut trouver des moyens... Et en France, 20% Et en des France, c'est même plus. 20% des personnes parce qu'en France, il y a beaucoup de transit, etc. Les gens qui vont en vacances. Des automobiles donc, immatriculés en France, c'est encore pire. Et donc, il faut trouver des solutions. Et la directive qu'on a adoptée en 2011 et qui maintenant est mise en place est un premier pas. Et c'est vrai qu'il y a encore des problèmes à régler. C'est la raison pour laquelle, au Parlement, nous avons obtenu qu'en 2016... la Commission vient avec un rapport, avec des conclusions et éventuellement avec une nouvelle proposition. On va parler de ces améliorations plus tard. Moi, je vais rester très concret pour que nos téléspectateurs comprennent bien un peu cette directive. Est-ce qu'on pourra contester, première question, toute simple, que peut se poser un automobiliste européen, est-ce qu'on pourra contester ces PV ? Évidemment, on peut les contester devant un juge. Donc, c'est vrai qu'il y a des différences... parce qu'il y a certains États qui ont des permis à points, d'autres qui n'en ont pas. Nous, on a des permis à points. Non seulement on paie l'infraction commise, et en plus, on perd des points en général. Donc ça, il n'y a pas pour l'instant d'harmonisation. Il y a un problème de langue aussi. Non, il semblerait que ça soit susceptible d'être résolu. Il y aura des formulaires dans les langues des États membres, et ça pourra aller vite. La transmission aussi. Par les moyens technologiques numériques, ce sera faisable. Ensuite, il y a effectivement le recours possible. Donc, vous avez un recours devant le juge. On l'a vu d'ailleurs dans votre reportage fort bien fait, à la fois par la dame qui dit c'est un moyen de gagner du pognon. Qu'est-ce que vous lui répondez C'est une question de fric Non, c'est sans doute, on le voit en France. Moi, je suis française, on est quand même, on est très, très surveillé avec les radars embarqués, avec les radars mobiles. En France, je crois qu'il y a plus de 4000 radars. On s'occupe de la sécurité, mais il y a quand même, il faut le dire, des résultats. Pas en matière de poids lourds, où les accidents restent très nombreux et mortels, mais en ce qui concerne la circulation classique, il y a quand même une diminution du nombre de blessés et de tués. C'est quand même un résultat en matière de sécurité. Donc je reviens au reportage. On voit qu'il y a des recours possibles. Simplement, c'est compliqué. Il faut que ce soit dans votre État. Et surtout, si vous n'êtes pas poursuivi et que vous continuez à commettre des infractions, c'est compliqué. Oui. Tout d'abord, c'est vrai que les mesures, et pas seulement cette mesure-ci, mais beaucoup de mesures qui ont été prises les dernières années, ont contribué à la décrue du nombre de tués. Par exemple, entre 2000 et 2010, on a eu une évolution de 50 000 vers 30 000 tués sur les routes par an. Donc, il faut continuer ces efforts. Oui, mais la directive est mise en place depuis 3 mois. Oui, voilà. Donc, ça pourrait aider à continuer la baisse. C'est ça le but ultime, bien sûr. Et puis, il y a bien sûr des problèmes. Lorsque nous avons négocié avec le Conseil, déjà mis ces problèmes sur la table, mais les États ne sont pas encore prêts à aller plus loin aujourd'hui. Peut-être ça viendra. Mais par exemple, sur le fait que, en fin de compte, comme l'avocat l'a exprimé, vous ne devez pas payer parce que personne ne va vous chercher chez vous à la maison. La question concrète, qu'est-ce qui se passe si on ne paye pas? Oui, mais alors, tout simplement, la prochaine fois que vous venez dans ce pays et vous êtes attrapé, dans le fichier, il sera clairement indiqué que vous devez encore payer une pénalité, n'importe quoi, et ça va vous coûter plus cher.
et peut-être vous aurez plus de problèmes alors. Donc, si vous ne payez pas, c'est clair qu'on ne va pas vous emprisonner tout de suite, on ne va pas vous chercher dans votre pays, mais si vous revenez dans le pays où vous avez fait la faute, vous allez payer quand même. Hein? Oui. C'est tout simple. Si je reprends l'exemple très concret, puisque c'est très important, c'est le quotidien des gens. Dans ma région, la Lorraine, il y a 80 000 frontaliers, donc qui tous les jours sont sur la 31, avec des limitations de vitesse qui sont parfois limitées de manière naturelle, étant donné qu'il y a des bouchons. Les gens, ils essaient de passer entre les gouttes de la loi, en se disant je ne paie pas, puisque donc le ressort territorial judiciaire n'est pas dans le pays où je vis. C'est risqué quand même, puisque tous les jours, ils traversent la frontière. Donc, je crois que ça a quand même à la fois un effet en matière de sécurité, un effet dissuasif et une forme, je le redis, d'égalité. Moi, quand je vois des voitures dont je tairais la marque passer à toute berzingue à côté de moi, alors qu'ils sont flashés et qu'ils se disent « tant pis », il y a une forme de contradiction de la vie en Europe, de notre quotidien. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Il y a aussi cette question de l'harmonisation européenne. Vous parliez justement de cet avocat que vous avez vu dans le reportage. Oui. Madame la députée, monsieur le député, il vous interpelle, on l'écoute et vous réagissez juste après. Alors que l'Europe a été construite sur le pilier qui est celui de la libre circulation des personnes, comment se fait-il que 50 ans après, il n'y ait pas eu de consensus politique pour harmoniser l'ensemble des règles de circulation et de répression des infractions au code de la route? Parce que force est de constater que les règles de circulation sont totalement disparates d'un État à un autre. Voilà pourquoi il n'y a pas d'harmonisation des délits en Europe. En France, le taux d'alcoolémie autorisé, c'est 0,5 grammes par litre. En Hongrie, c'est tolérance zéro. En Slovaquie, c'est tolérance zéro. Pourquoi il n'y a pas cette harmonisation ? Je pense qu'il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui au sein des États membres d'harmoniser ça au niveau européen, parce qu'ils préfèrent garder ce genre de décision chez eux, de le prendre chez eux et ne pas avoir un système harmonisé. Mais par contre, je pense que la tendance est la même. La tendance de baisser la limite de vitesse maximale, de baisser le taux d'alcool, le taux d'alcool maximal ou en Allemagne, dans le sang. C'est la même chose, c'est le même Oui, effet. voilà. Donc, il y a quand même, si on regarde les chiffres des différents pays membres, on voit une tendance à, disons, des règles plus strictes dans tous les sens du mot. Et je pense que sur certains points, on pourrait imaginer dans quelques années commencer une forme d'harmonisation. Il y a déjà des formes d'harmonisation sur, par exemple, des critères sur comment l'infrastructure doit être faite, et sur d'autres aspects. Dans le contexte des chauffeurs routiers, par exemple, il y a quand même des règles harmonisées, de temps de repos, etc., qui sont contrôlées d'une façon harmonisée. Mais pas encore vraiment pour les passagers ordinaires comme vous et moi. Et ça ira peut-être plus vite que quelques années, mais en même temps, on est au cœur des contradictions en Europe. C'est-à-dire que on voudrait plus d'intégration, plus d'harmonisation, et en même temps, on dit à l'Europe, écoutez, vous n'allez pas vous mêler de savoir si sur la RN 431, il faut rouler à 90 à l'heure, comme sur le ring de Bruxelles. On nous dira, c'est-à-dire on est toujours coincé dans ce dilemme, alors que nous, on est, à mon avis, on est habité par l'idée qu'il vaudrait mieux avoir une règle la plus harmonisée possible et le plus vite possible. Pour ça, ça demande une coopération en termes, effectivement, de législation entre les États membres. On a des législations qui sont différentes, donc il faut qu'on approfondisse. Mais on est au cœur du dilemme. C'est vrai, mais il y a aussi des différences, disons, dans la réalité de tous les jours. En Suède, par exemple, il y a les longues distances de milliers de kilomètres. Et ils ne vont pas accepter de dire écoute, on va limiter la vitesse à 70 à l'heure, tandis que dans des zones très urbanisées, bien sûr, il y a un tendance. Par rapport à la Suède ou à la Finlande, effectivement, où vous êtes sur 500-600 km dans une très très belle forêt, où ils ont envie d'utiliser les gigaliners, c'est-à-dire les très jolis camions américains rutilants, mais qui détruisent les routes, qui sont des vrais mastodontes qui font peur sur les autoroutes.
Eh bien, nous, par exemple, nous en France, qui sommes Carrefour, moi, je suis vent debout contre la mise en œuvre de ces énormes poids lourds. Je veux revenir à cette directive. Et les Finlandais, ils ont envie, parce qu'ils sont aux bordures externes de l'Europe. Je veux revenir à cette directive. Quand on attrape généralement le propriétaire du véhicule, hein, c'est les plaques d'immatriculation qui sont échangées. Le propriétaire du véhicule, c'est pas forcément le conducteur. Non, mais Comment on fait ? Donc on vous envoie le questionnaire. C'est pareil en France. Ah, oui, voilà. Et vous devez répondre, voilà. Et vous dites non, c'était pas moi, voilà. Oui, mais cette question, elle s'applique aussi en France, entre Belges, entre Français. Hein. Vous pouvez très bien être dans votre véhicule, être en infraction le moins souvent possible, et donc dire que c'était quelqu'un d'autre qui conduisait apparemment, mais c'est pas permis. Qu'est-ce que vous répondez à cette dame dans le reportage qui dit que finalement c'est pas on s'occupe pas forcément de la sécurité des Européens, c'est une question d'argent, une question de pognon comme elle dit. Vous leur répondez quoi ? J'ai répondu au début. Hein. Il y a beaucoup plus d'infractions commises par des étrangers que par les nationaux. Donc si par cette législation on pourrait équilibrer, disons, les choses, il y aurait moins d'excès de vitesse et donc plus de sécurité routière. Votre dernier mot pour conclure. J'ai cru comprendre que la dame, elle était plutôt française. Et c'est vrai qu'en France, il y a une propension à vraiment être très, très, très contrôlée. Moi, je vais à Bruxelles en voiture, je n'ai pas le sentiment que le roi me retire mon permis de conduire chaque fois que je fais atchoum. Mais en France, il y a beaucoup, beaucoup de contrôle. Et donc en France, tout est une question de mesure. Hein. La démocratie, c'est une question d'équilibre. Et là, s'il y en a trop, ça excède les gens. Merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe. Merci. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Noura Hamadi à cette même place. En attendant, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.